Daniel Thibault, Sébastien Bovet, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Moi, le chiffre, à chaque fois, ça me renverse. 830 jours, imaginez, de détention pour les deux Canadiens. Je vous fais entendre rapidement M. Trudeau qui commentait la présence de diplomates étrangers venus appuyer le Canada et les Canadiens surtout. La Chine doit comprendre que leur approche de diplomatie coercitive ne fonctionne pas. J'ai été encouragé et touché de voir le nombre de diplomates de différents pays, incluant les États-Unis, qui se sont présentés à Dandong pour le procès, même s'ils n'ont pas eu accès. Ils étaient là pour démontrer leur solidarité, non seulement avec les deux Canadiens détenus, mais pour les principes de droit et de justice qui doivent être respectés dans le monde. Daniel Thibault, on ne refera pas toute l'histoire, on en a beaucoup parlé en début d'émission, mais quelques mots. M. Trudeau qui espère vraiment l'entrée en scène de M. Biden, d'une part, pour dénouer tout ça, là. Oui, bien, c'est ça. La communauté internationale, ça, c'est un bon coup. Le gouvernement canadien est assez fier d'avoir réussi à convaincre cette cinquantaine plus de pays là, de se joindre à ce mouvement-là pour dénoncer cette diplomatie coercitive, comme l'appelle M. Trudeau. Le premier élément. Puis le deuxième élément, puis M. Trudeau, en point de presse, l'a dit ce matin quand on lui a demandé... les Américains rencontrent les Chinois là, présentement à Anchorage, en Alaska. C'est ce sommet qui va permettre à M. Biden d'élaborer sa politique à l'endroit de la Chine. Et on a demandé à M. Trudeau, est-ce que vous pensez que le dossier va être abordé? Puis il a dit, ben oui, je m'y attends. On mise là-dessus parce qu'on pense que ça peut mettre de la pression. En même temps, ben écoutez, vous l'avez dit, le 830, je me souviens plus, 800 quelques jours, là. 830 jours, c'est énorme. Ça ne va pas se régler demain matin, mais on veut augmenter la pression sur Pékin pour tenter de faire bouger les choses. Très bien. Sébastien et Daniel, la vaccination... parlons une seconde, on va revoir la courbe de la différence entre le Québec et l'Ontario. L'Ontario dit on va prendre les bouchées doubles là, parce qu'on a eu une autre stratégie. N'empêche, Sébastien, au Québec, on peut souffler un peu. Cette partie-là va bien, il faut le dire. Oui, cette partie-là va bien parce qu'on a pris la décision tôt de n'injecter que la première dose. En Ontario, sauf erreur, ils ont injecté des deuxièmes doses aussi. Alors, la décision d'injecter la première dose, d'attendre 90 jours ou 120 jours avant la deuxième dose, fait en sorte qu'on essaie... On a des chiffres meilleurs que d'autres provinces, c'est-à-dire qu'on a vacciné 10 de la population à la première dose. Donc, c'est une décision sanitaire, médicale qui a été prise, mais qui a un effet sur, espère-t-on, l'immunisation des gens les plus vulnérables. En leur donnant la première dose, on les immunise à 80-90 et donc, on peut revenir graduellement à un semblant de vie normale. Alors oui, le Québec fait bien, mais c'est parce qu'il a utilisé une stratégie qui consiste à injecter d'abord la première dose au plus grand nombre possible. Et de manière générale, Daniel, on le voit, M. Trudeau est satisfait du fait qu'il peut annoncer beaucoup plus de doses que ce qui était prévu. Puis est-ce que c'était calculé? J'en sais rien, mais en tout cas, là, les 3, 4, 5 prochaines semaines, là, c'est que des doses massives qui arrivent au pays. Ah, ça rentre, ça arrive tellement. Puis M. Trudeau, Mme Manade, aujourd'hui, disait, on a même certaines compagnies qui vont envoyer leur cargaison en 2 vagues, là, parce qu'on pense que c'est plus efficace comme ça. Alors, essentiellement, le pari dont on a parlé sur ce forum et sur d'autres au début de l'année, où on disait, M. Trudeau, il n'arrête pas de dire qu'il va être capable de livrer la marchandise avant la fin du 31 mars, qu'on va être capable de livrer les 6 millions de doses qui avaient été promises, etc., etc. C'était un pari risqué. Bien, clairement, il y avait entre les mains de l'information qui lui permettait de croire qu'il allait y arriver. Puis là, bien, c'est des millions de doses qui entrent à toutes les semaines et on n'a pas encore calculé là-dedans les doses supplémentaires de Janssen, d'AstraZeneca qui vont être négociées plus tard dans le 2e trimestre, dans le 3e trimestre. Ça fonctionne. On est relativement satisfait du côté d'Ottawa de la façon dont ça se déroule aussi dans les provinces. On a l'impression que le message a été entendu, que le réseau de vaccination est en place. C'est un petit peu plus lent, un petit peu plus compliqué en Ontario. On avait décentralisé. On laissait beaucoup de marge de manœuvre aux autorités de santé publique locales. Sébastien le disait, on a beaucoup misé sur la deuxième dose en Ontario. Il y a comme 300 000 Ontariens qui ont eu déjà la deuxième dose parce que c'était ce qu'on s'était fait dire au début, puis c'est là-dessus qu'on a donné le cap. M. Ford disait aujourd'hui, écoutez, on a pris cette décision-là, le Québec en a pris une autre, on revise un peu le tir.
Ça ne veut pas dire qu'il y a des doses qui traînent dans les congélateurs, ça ne veut pas dire que ça va plus lentement, ça veut simplement dire que la stratégie est un peu différente. Quelqu'un me disait, on a tout de même en Ontario, la date cible, c'est le 20 juin. Hein? On pense que le 20 juin, tout le monde va avoir été en mesure, tous ceux qui le veulent, c'est ce qu'on dit, vont avoir été en mesure d'avoir au moins une dose. Alors, c'est pas que ça va plus lentement, c'est qu'on a adopté une stratégie différente. Ça semble vouloir fonctionner quand même. Mais le problème pour l'instant, c'est pas l'approvisionnement en doses. C'est-à-dire que les doses vont arriver, puis en théorie, on va avoir assez de doses pour vacciner tout le monde au pays sans aucun problème. Le défi, c'est les vaccinateurs. C'est les provinces qui doivent injecter dans le bras de leurs citoyens. Ça représente un véritable défi. Aujourd'hui, au Québec, on a mis les entreprises dans le coup pour accélérer ça. Mais à un moment donné, il va falloir vacciner plus que 30 ou 40 000 personnes au Québec. Il va falloir monter ça à 70, 80, 90 000 par jour. En Ontario, on pousse vers les pharmacies beaucoup, comme on le fait pour la grippe saisonnière, parce que cette infrastructure-là, elle fonctionne. On pense que elle existe. Ça pourrait... Oui, ça existe, puis ils ont de l'expérience. OK. Voilà. Philippe-Vincent Foisy, joignez-vous à nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez écouté le chef conservateur. On en parlait hier, le congrès qui a débuté, congrès virtuel, c'est comme ça, pour cette année. Extrait du chef qui reconnaît, Philippe Vincent, que le parti doit changer. Là. On ne peut pas penser qu'avec la même recette, il va remporter la prochaine bataille électorale. Oui, c'est ce qu'Erin O'Toole a dit d'entrée de jeu dans son discours. Il a dit le Canada a changé, le parti aussi doit changer. Donc, son discours commence vraiment sur un plaidoyer pour dire il faut faire les choses différemment. Vous ne pouvez pas, comme militant, espérer qu'avec les mêmes idées qu'on avait aux 2 dernières élections, qu'on soit capable de convaincre des électeurs supplémentaires alors qu'on n'a pas été capable de le faire aux 2 dernières élections. Puis on ne peut pas non plus compter sur le fait que Justin Trudeau va commettre des erreurs. Il faut le battre sur le plan des idées, sur le plan des politiques. C'est un peu ce que M. O'Toole disait d'entrée de jeu. On peut l'écouter. Le Canada a changé. Notre parti doit changer aussi. We have lost 2 elections in 5.5 years. In that time, we've had 4 leaders. We must present new ideas, not make the same arguments, hoping that maybe this time more Canadians will come around to our position. We are never going to win over Canadians just by relying on Justin Trudeau to continue to disappoint. His scandals, as outrageous as they often are, will never be enough to defeat him. Le fardeau est de notre côté, dit-il, et appelle aux nationalistes du Québec, appelle en français. Oui, un message que M. O'Toole a livré aux nationalistes en disant « on a besoin de vous ». C'était aussi un clin d'œil aux conservateurs de l'Ouest en disant « on ne peut pas gagner la prochaine élection si on fait bien dans certaines régions, mais qu'on en laisse d'autres de côté, notamment au Québec, notamment dans les régions francophones aussi du reste du pays ». Donc, il y avait cette main tendue-là, cet appel aux Québécois, aux nationalistes et aux autres de dire « venez au Parti conservateur, vous faites partie de la solution ». Il a présenté un plan de relance économique aussi où on a vraiment les thèmes plus consensuels là, du Parti conservateur, lutte à la corruption, reprise économique, santé mentale aussi pour les Canadiens. Mais on va l'écouter sur le plan pour les nationalistes, où il revient avec cette idée de rapport d'impôt unique que finalement, M. O'Toole dit il est toujours pour. La langue française n'est pas seulement un outil de communication. Elle fait partie de l'identité de notre pays. C'est un héritage qu'il faut préserver. C'est pourquoi j'invite les nationalistes québécois, fédéralistes ou autonomistes à venir partager le pouvoir avec moi à Ottawa. Nous allons former une grande coalition conservatrice. Bon, tour de table là-dessus, parce qu'il a besoin, bien évidemment, de l'Ontario, il va sans dire. Il a besoin du Québec aussi de faire mieux, Daniel. Voilà. Alors, faire grossir, agrandir la tente, la fameuse tente bleue, là, et faire entrer davantage de gens à l'intérieur. C'est un beau discours d'intention, ça fonctionne. Monsieur O'Toole a au moins le mérite d'admettre qu'effectivement, si on réutilise le même discours qu'on a utilisé les 2 dernières fois, on ne peut pas s'attendre à un résultat très, très différent. Il y a des éléments intéressants, entre autres sur la question du changement climatique, où il dit, bon, il y en a un problème, mais dans la même veine, il dit, il n'est pas question de poursuivre. La solution, ce n'est pas une taxe sur le carbone. C'est quoi la solution? Il refuse la taxe. Ce tournant-là, il n'est pas prêt à le faire. Il n'est pas prêt à le faire encore. Alors, quelle est la solution? C'est là-dessus qu'on va le juger, sur ce qu'il va mettre sur la table, ce qu'il va proposer comme option, comme solution pour lui, pour son parti. Et c'est là-dessus que les électeurs vont devoir déterminer s'ils sont prêts à aller faire un tour dans cette grosse tente bleue.
Ouais. Il dit aussi sur les changements climatiques, c'est important, mais la relance économique est encore plus importante. Donc, l'économie prime encore là, dans le discours conservateur. Oui. Mais il est écartelé entre l'Ouest et l'Ontario et le Québec, où il y a davantage de gens dans les grandes villes qui pensent que ce sujet-là est incontournable, puis que la taxe carbone, jusqu'à preuve du contraire, est peut-être l'instrument le plus efficace à avoir. Sébastien, il aimerait bien que M. Legault se fâche encore, parce que M. Legault, la dernière fois que M. Trudeau, c'était les petits oiseaux qui tournaient autour d'eux. Là, c'était extraordinaire. M. O'Toole aimerait bien que M. Legault, sans l'appuyer ouvertement, comme il ne fera pas ça, mais qu'il lance des messages qu'il aimerait bien qu'il soit en poste. Là. Oui, puis M. Legault avait dit ouvertement qu'il allait magasiner des appuis au fédéral pour ses propres revendications au Québec. Il espère avoir une oreille attentive d'Aaron O'Toole. Moi, j'écoutais M. O'Toole, puis j'avais l'impression qu'il voulait injecter une dose de pragmatisme à ses militants en disant, regardez, là, si vous voulez qu'on prenne le pouvoir, il faut qu'on rentre un peu dans le rang, qu'on soit dans le courant dominant. Passez votre tour, la droite religieuse. Passez votre tour, les anti-avortements. Il faut qu'on change de discours, puis il faut qu'on arrête de tirer ce boulet-là. Donc, pragmatisme si vous voulez atteindre le pouvoir. Puis la deuxième chose qu'il doit faire, puis je ne sais pas s'il a réussi à le faire parce que je n'ai pas écouté tout le discours, mais j'en ai écouté des bouts, c'est de se définir lui-même. C'est qui Aaron O'Toole? Si on vote conservateur, on vote pour qui? On vote pour quoi? Il n'a pas réussi à le faire jusqu'à maintenant. Et c'est une occasion ici. Ça ne va pas tout le définir, mais disons qu'il faut qu'il commence à savoir pourquoi on voterait si on vote Aaron O'Toole aux prochaines élections. D'abord, on ne sait pas s'il y aura une campagne, mais on ne sait pas s'il y aura une campagne. Mais s'il y en a une, ne faisons pas l'erreur collectivement de penser qu'il est battu nécessairement. Là. Ah ben non. On peut découvrir cet homme-là, comme au tout début, les gens avaient une très bonne impression. Là, il s'est enfargé dans plusieurs contradictions de son parti, mais bref, c'est pas joué, cette histoire-là, Philippe Vincent. Il n'a pas été clairement défini. Hein. On parlait de définition. Là, Exactement, les mais c'est un libéraux ont avantage. profité de l'occasion pour le définir et définir de façon négative. Alors, il y a encore du temps devant lui. Si la campagne commence bientôt, le temps est compté, mais il peut faire le travail. Très bien. Et puis, il y a un pari qui est fait dans le discours, et c'est un peu spécial aussi, vu que c'est virtuel. On n'a pas la réaction de la salle, on ne sait pas comment les militants réagissent. Donc ça, on va peut-être le savoir un peu demain quand il y a une séance de questions-réponses avec les militants. Mais son pari, c'est de dire, regardez, je sais qu'à l'Ouest, on ne sera peut-être pas assez défenseurs du pétrole, défenseurs de vos industries. Puis je sais que je vais en décevoir certains, mais il faut vraiment qu'on se retrouve au centre pour aller courtiser les électeurs, puis dépeindre les libéraux comme étant le parti extrême-gauche. Terminé. Merci beaucoup. Bon congrès, Philippe Vincent. Merci, Daniel. Merci, Sébastien. Salut bien. À très bientôt. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.